Merci Grégory. Merci. Est-ce que tu nous entends? C'est parti. Ok, c'est parti. Très bien. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire autour de l'IPA au service de la performance de la fonction achat, donc animé donc, par Axis Consultant. Donc, on est ensemble aujourd'hui pendant 45 minutes. Donc, ce webinaire sera animé donc, par 3 intervenants. Donc, Jean-Luc Marini, qui est le directeur de notre lab intelligence artificielle, qui a ouvert ses portes maintenant depuis plus d'1 an. Benjamin Verdier, qui est manager au sein de la BUHA et qui travaille sur les offres innovation autour du process mining, RPA et intelligence artificielle. Et donc moi-même, Jérôme Pédjurupilet, directeur au sein de la BUHA et qui travaille également avec Benjamin et Jean-Luc autour des offres innovation. Le webinaire va se dérouler en 4 parties. Donc, le sujet, vous le connaissez, c'est l'IPA, Intelligent Procurement Automation, au service de la performance achat. Donc, on a découpé ce webinaire en 4 parties et on vous laissera un temps de parole, un temps de questions-réponses à la fin. Une première partie, on reviendra sur ce qu'on a appelé l'IPA et les apports de l'approche IPA. Ensuite, on vous présentera la démarche qu'on souhaite mettre en œuvre à travers cette approche IPA. Ensuite, on verra quels sont les résultats attendus pour les entreprises et ses collaborateurs. Et enfin, on conclura avec les terrains de jeu que vous pourrez explorer en fonction de votre organisation et de votre maturité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur Axis Consultant. Axis Consultant, c'est un cabinet de conseil en management et en transformation digitale. On est 240 consultants, 32 millions de chiffre d'affaires sur l'année 2019. On est essentiellement basé à Paris, Levallois-Perret pour être précis, mais on a également quelques bureaux à l'étranger, à Hong Kong avec notre filiale Axis Asia, à New York et Montréal à travers notre filiale Axbility Consulting. Pour parler des autres filiales, c'est également Axis Odyssey, autour des déplacements professionnels et l'optimisation des politiques voyage. C'est également Neosite autour de l'offre SAP et donc nos 2 filiales à l'étranger, Axbility et Axis Asia. Et on est également fiers de pouvoir nous appuyer sur nos assets. Donc, Axis Université, qui est un organisme de formation qui permet à la fois de former en interne nos collaborateurs, mais aussi en externe les collaborateurs chez nos clients. Et enfin, notre lab intelligence artificielle, piloté par Jean-Luc Marini, qui a pour vocation donc à appuyer l'ensemble de nos offres autour des achats, de la finance, du digital marketing et commerce, de la data et de la transformation des entreprises et change management. On passe directement dans le vif du sujet en vous définissant ce qu'est l'Intelligence Procurement Automation, donc IPA. Donc IPA, ce n'est pas un nom de bière, c'est pour Intelligent Procurement Automation et c'est une approche, c'est le nom qu'on a voulu donner à notre approche pour s'appuyer sur les innovations technologiques qui ont fait leurs preuves ou qui sont en train de le faire, telles que la RPA et l'intelligence artificielle, mais aussi le process mining. Ces innovations technologiques, nous allons les mettre à profit de la performance achat. Quand on dit performance achat, on parle évidemment d'efficience du processus achat, d'augmenter cette efficience-là, de gérer plus de volume achat, mais également d'être plus en conformité à la fois avec la réglementation, je dirais, gouvernementale, légale, etc., mais également à la fois en conformité interne avec la politique achat de votre entreprise. Enfin, cette performance achat, enfin cette technologie RPA IA pour la performance achat, on va la mettre en place à travers une démarche pragmatique et adaptée. Pragmatique, pourquoi? Parce qu'on a conscience que ces nouvelles technologies ont besoin de faire leurs preuves au sein de vos organisations. Donc, on va y aller petit à petit. Donc, on va d'abord passer par une phase d'expérimentation sur des cas d'usage qu'on aura identifiés au préalable. On reviendra sur cette démarche juste après. Et ensuite, une démarche adaptée. Pourquoi? Parce qu'on va forcément mettre au regard de votre maturité achat, sélectionner les bons cas d'usage en fonction de la maturité de votre fonction achat. Donc, on viendra absolument évaluer votre maturité avant d'identifier les cas d'usage qui seront les plus pertinents pour vous. Enfin,
on va dire qu'on se démarque sur le marché à travers notre expertise et notre expérience, à la fois sur le volet métier achat, mais également sur le volet technologique. Donc, on a cette BU achat qui est composée d'une quarantaine de consultants, des anciens acheteurs, des experts de la transformation digitale, mais également on peut s'appuyer sur notre laboratoire intelligence artificielle en interne qui a à la fois les ressources et les compétences nécessaires, donc des ingénieurs capables de développer ces nouvelles technologies, mais également nous avons l'architecture technique, donc on a tous les web services, toute l'architecture des serveurs qui va bien pour pouvoir développer ces cas d'usage-là. Donc en synthétisant, l'IPA, donc c'est le nom de notre démarche Axis, qui s'appuie sur les technologies type RPA, IA, au service de la performance achat, à travers une démarche pragmatique et adaptée, en s'appuyant sur notre expertise, expérience, BU achat, laboratoire intelligence artificielle. Je vous ai parlé de la démarche, je vais laisser la parole à Benjamin qui va nous expliquer les niveaux de robotisation et la démarche qu'on met en place en parallèle. Merci Jérôme. Donc chez Axis Consultant, nous avons fait le choix de définir 3 gradations autour de la robotisation, allant de la robotisation simple, en passant par la robotisation cognitive et la robotisation intelligente, que nous avons choisi ici d'illustrer au travers de 3 robots que vous êtes beaucoup à connaître, en passant d'Iron Man jusqu'à son plus grand ennemi, Ultron, pour matérialiser l'aspect d'intelligence artificielle. Donc ces use cases, ces cas d'usage, en fait, vont s'appuyer sur des niveaux de technologie allant de la robotisation très simple à la robotisation la plus poussée. Et en fait, ça va permettre, en mettant en corrélation les cas d'usage et les niveaux de technologie mis en œuvre, de déterminer et de segmenter la mise en œuvre de ces cas d'usage qui vont permettre du coup de classifier, de segmenter par complexité technique et également au regard de la maturité achat de votre organisation. Donc 3 niveaux de technologie que Jean-Luc va vous expliquer et vous expliciter plus en détail. En préambule, il me semble important de rappeler que l'explosion des données disponibles au niveau des directions achats et la baisse du coût de la puissance de calcul font que l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans les solutions achats. Elle vise notamment à assister les acheteurs dans leurs activités de recherche, d'extraction, de classification et d'analyse d'informations, qu'elles soient relatives aux fournisseurs, aux dépenses ou aux contrats. L'intelligence artificielle vise également à automatiser certaines activités, plus ou moins complexes, en couplant des solutions de RPA ou de RPA cognitive à des solutions achats. Intelligent Procurement Automation d'Axis Consultant va couvrir en fait toutes ces phases d'automatisation qui vont de l'automatisation des processus de base à l'automatisation pilotée par l'IA. Cette offre, en gros, est constituée de 3 grands piliers. Le premier que vous voyez sur la gauche porte sur l'automatisation des processus de base via des solutions de type RPA. La RPA est souvent considérée comme la première étape du déploiement de l'intelligence artificielle. Elle a pour objectif d'automatiser rapidement et efficacement des tâches simples qui vont fonctionner avec des données structurées et des règles standardisées et qui contiennent peu d'exceptions. Ces solutions sont assez simples à mettre en œuvre et représentent un investissement relativement faible. Le deuxième pilier de l'offre API porte sur l'automatisation de processus plus complexes. C'est le pavé du centre, qui nécessite en fait le traitement de données semi-structurées et ou non structurées, donc comme des factures, des contrats, des bons de commande, des emails, des messages vocaux ou des messages visuels. L'objectif de ces solutions, c'est clairement d'analyser l'action humaine afin de capturer la connaissance du processus et de comprendre le monde. Enfin, le troisième pilier de l'offre API porte sur des solutions d'automatisation pilotées par l'IA, de type robot négociateur, où l'objectif est de réaliser des analyses prédictives avancées, de générer des hypothèses cognitives sophistiquées et de décharger l'acheteur de certaines phases de négociation. Ces solutions permettent de réduire l'erreur humaine sans pour autant écarter l'être humain de la phase de décision. Il est important de noter que ces solutions sont coûteuses à développer et qu'elles nécessitent un long délai de mise en œuvre.
Afin de mieux apprécier l'offre API d'Axis Consultant, voyons à présent comment elle se positionne par rapport aux offres de services des éditeurs de solutions pour les achats. Alors, cette offre de service est relativement importante puisque nous allons trouver des solutions de RPA provenant d'éditeurs comme UiPath, Automation Anywhere ou Blue Prism, mais également un certain nombre de services cognitifs qui sont prêts à l'emploi, prêts ou partiellement entraînés, créés par des fournisseurs de technologies d'intelligence artificielle comme IBM, Microsoft, Amazon ou Google, et ce, dans des domaines aussi variés que le machine learning, le traitement du langage naturel, l'analyse des intentions ou la reconnaissance d'images, par exemple. On constate que ces solutions sont souvent intégrées à des solutions achats dans le cadre de pilotes et d'expérimentations en entreprise. Entre ces deux extrêmes, nous allons trouver l'offre d'éditeurs de solutions achats comme Zycus, Evaluate, Sinertrade ou Jagger, qui intègrent véritablement des fonctionnalités de machine learning et d'intelligence artificielle pour apporter aux directions achats des fonctionnalités de classification, d'analyse des dépenses, de détection d'opportunités, d'optimisation des coûts d'achat, de détection de factures erronées ou falsifiées, mais aussi pour répondre, je dirais, aux questions que peuvent se poser quotidiennement les acheteurs dans leur mission par le biais d'agents conversationnels ou d'assistants virtuels. D'ailleurs, ces robots conversationnels sont désormais capables de reconnaître la parole, mais également de prendre la main sur un système de workflow pour déposer une demande ou valider une opération. Aussi, dans cet écosystème, comment se positionne l'offre d'IPA d'Axis Consultant par rapport à l'offre de service mise à disposition par les éditeurs de solutions achats? Pour répondre à cette question, ce que je vous propose, c'est de vous présenter dans un premier temps la démarche pragmatique que nous avons adoptée et qui est basée sur nos retours d'expérience. Merci Jean-Luc. Donc je pense que le mot pragmatisme est le maître mot de la démarche et c'est ce qu'on va décrire dans les slides suivantes. Donc une démarche finalement assez classique autour de 4 phases. Dans un premier temps, une étude d'opportunité qui permet de proposer des cas d'usage et de les sélectionner sur la base d'une méthodologie et d'indicateurs. On peut notamment citer quels sont les volumes traités que traitera dans le futur le robot. Est-ce que le processus est déjà dans une vision lean? Est-ce que le processus est connu, formalisé? Mais également de repositionner ce processus-là et le robot à venir dans le paysage applicatif de votre entreprise. Pour les critères, pour une première série de critères. Ensuite, il y a des critères qui vont être aussi quand même des notions de gains financiers et de gains en termes d'ETP, et également de positionner ces cas d'usage par rapport aux 3 degrés d'IPA que nous avons pu définir précédemment. Ensuite, une fois que les cas d'usage sont sélectionnés, d'avoir une phase d'expérimentation où on va concevoir, réaliser et mettre en production, et je pense que le mot production est important, et également, on va profiter de cette phase-là pour définir les KPI de suivi du robot une fois que ce robot sera en production. 4 à 6 semaines après cette mise en production, la proposition dans la démarche, c'est de faire un retour d'expérience. Et ce retour d'expérience, il va permettre de factualiser les bénéfices apportés par le robot et la mise en œuvre de ce robot. Donc, en termes d'éléments très, très simples comme l'évolution du temps de cycle, le nombre d'erreurs rencontrées par le robot, quels vont être potentiellement le nombre d'heures de traitement manuel humain qui vont pouvoir être économisées, et également de faire un REX sur comment s'est passé le projet au-delà du robot. Et sur la base de ces éléments très factuels et circonstanciés, la proposition, c'est ensuite de construire et mettre en œuvre une feuille de route pour progresser au fur et à mesure dans les niveaux d'IPA, pour non pas seulement monter en technologie mise en œuvre, mais également, et c'est le focus principal, avoir un point de vue d'augmentation du service rendu à l'acheteur ou au prescripteur, en fait à tous les intervenants de la filière achat impliqués dans le processus. Donc on a parlé d'indicateurs. Ce qui est important, c'est aussi qu'on vous fasse un retour d'expérience sur des indicateurs qu'on a pu mesurer chez des clients. Donc pour un robot qu'on a mis en œuvre qui vient affecter des valideurs sur des éléments transactionnels, donc en l'occurrence des factures, le robot qui a été mis en place a permis de passer d'un temps de cycle de 60 secondes par facture à 37 secondes. Donc un gain de temps d'à peu près 30%. Mais ce qu'il faut voir au-delà de ce gain de temps, c'est surtout que les utilisateurs qui étaient en charge de réaliser cette tâche-là n'ont plus à la faire. Donc ce n'est pas un gain de 30%, mais c'est un gain de 100%.
le robot va plus vite et il décharge les utilisateurs. Sur la durée d'expérimentation de ce robot, on a pu constater un gain d'un peu plus de 2,5 K sur le périmètre et la durée d'expérimentation du pilote, ce qui nous amène avec le déploiement de ce robot-là sur le périmètre entier du P2P et sur une année complète à un gain avoisinant les 60 K euros. Donc ça, c'est une extrapolation qu'il faut mettre au regard des volumes traités sur cette durée d'expérimentation, soit à peu près 6500 factures traitées dans l'expérimentation, ce qui représente, comme je l'indiquais précédemment, à peu près 111 heures de gain de temps en termes de travail humain. Donc un volet gain de temps, mais aussi sur le point de vue sollicitation technique, on s'est rendu compte qu'au cours de cette expérimentation, le robot, on a mis en place 2 robots, et les 2 robots combinés utilisaient 7% de la charge machine disponible. Donc le message là-dessus, c'est de dire, on a un gain potentiel de presque 60 K en année pleine, on utilise avec ces 2 robots-là 7% de la charge machine, et on a eu un coût de mise en œuvre des 2 robots d'à peu près 30 K euros, un coût d'à peu près 30 K euros de plus d'infrastructure, et le résultat à la fin, c'est d'un point de vue financier, un gain potentiel de 60 K et surtout une charge machine de 93% qui est encore disponible. Donc, une opportunité de générer des gains complémentaires sans développer une nouvelle infrastructure de ce point de vue-là. Et les gains financiers, c'est un point important, mais il y a aussi un sujet de conformité et de qualité de traitement du robot. Et donc, sur la durée de l'expérimentation, on a constaté un taux de 0% de plantage du robot. Donc, pas de souci d'exécution du code, pas de souci de mot de passe, pas de souci de connexion aux applications. Ensuite, un indicateur qui n'est pas contradictoire, c'est le taux de fiabilité du robot qui était supérieur à 99%. Et donc, 16 erreurs rencontrées sur 6500 en transactions traitées. Et ces 16 erreurs-là, quand on les a analysées finement, et c'est ce qui est indiqué dans la consultation des logs pour la DSI, c'est des erreurs qui étaient dues à l'application qu'on venait requêter, qui étaient des erreurs de données, de qualité de la donnée dans l'application, qui faisait que le robot générait une exception, mais ce n'était pas une erreur du robot. Et cela s'est matérialisé par 5 minutes de traitement par jour pour la DSI. Donc, en automatisant la tâche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a pas déplacé le centre de gravité de la charge de travail du métier vers la DSI, mais c'est bien, on a supprimé cette charge de travail. Si on synthétise, Benjamin, on peut dire qu'un robot autofinance le projet et qu'il nous reste encore 93% de bande passante et, pour pouvoir développer d'autres robots et générer des gains complémentaires. C'est tout à fait ça, oui. Très bien. Merci Benjamin. Justement, tous ces indicateurs, toutes ces expérimentations, tous ces robots, pourquoi on les met en place? Quels sont les résultats attendus pour les entreprises et ses collaborateurs? Un rapide focus sur cette partie-là. Alors, on s'est appuyé sur des études qui ont été faites par des éminents cabinets du marché, hein, Roland Berger, Deloitte et Forrester, sur 3 aspects d'apport chiffré. Une étude qui indique que 75% des organisations qui ont été interrogées mettent en avant l'augmentation de la productivité de leur fonction achat à travers l'automatisation des tâches répétitives. Donc, c'est in fine pouvoir gérer plus de volume, pouvoir supprimer certaines tâches qui étaient sans valeur ajoutée ou fastidieuses pour les acheteurs, mais quelque part, c'est aussi réduire les coûts directs et ainsi augmenter la marge. Le deuxième aspect des apports de l'Intelligent Procurement Automation, c'est que 80% des organisations indiquent que leurs employés sont plus épanouis, sont plus heureux dans leur travail à travers l'automatisation de certaines tâches. Alors, effectivement, lorsqu'on supprime du quotidien des acheteurs des tâches qui sont sans valeur ajoutée, mais également à travers l'amélioration de leur expérience utilisateur dans l'utilisation des systèmes d'information au quotidien. Donc, c'est 2 volets qui permettent de rendre plus épanouis les employés et les collaborateurs. Et dernier volet, donc, on a en fonction de la maturité de la fonction, 58% à 86% des organisations qui indiquent que l'automatisation va clairement créer de la valeur dans la transformation de leur achat. Pourquoi? Parce qu'on va être plus performant, on va être plus efficient et on va aller chercher de la conformité
automatisé, je dirais, là où c'était assez fastidieux. Donc, c'est de la conformité à la fois en interne avec la politique achat, mais aussi en externe avec tout ce qui est légal, gouvernemental, etc., environnemental également, mais aussi une conformité vis-à-vis de vos conditions contractuelles qui ont été négociées et mises en place avec vos fournisseurs. Voilà un peu ce qu'on peut retenir des apports de cette approche d'automatisation. Maintenant, allons voir ensemble quels sont les terrains de jeu qu'il est possible d'explorer. Mais avant de parler des cas d'usage en tant que tels, on voulait, voilà, ces cas d'usage-là, je vous ai parlé d'une démarche adaptée en début de ce webinaire. Adaptée, pourquoi? Puisqu'on va se baser sur la matrice de maturité de votre fonction achat, de votre filière achat et de votre organisation pour déterminer quels sont les cas d'usage qui vont pouvoir être pertinents pour votre organisation. Donc, l'idée, ce n'est pas voilà, on ne va pas venir proposer un robot négociateur piloté par de l'intelligence artificielle si vous êtes à un niveau de maturité très faible, puisqu'il nous faut beaucoup de structures, beaucoup de process qui soient bien définis pour pouvoir faire ça. Donc, on viendra évaluer la gouvernance de votre fonction achat, l'organisation, les compétences en interne, tous les leviers, systèmes d'information que vous avez mis en place et toutes les procédures que vous avez mis en place pour positionner votre organisation achat sur cette matrice-là. Et au regard de cette matrice, au regard de cette maturité, ensuite, nous allons venir sélectionner des cas d'usage qui vont qui peuvent concerner tout le process métier d'achat, je dirais de la connaissance du besoin, de l'élaboration budgétaire, jusqu'au paiement de la facture. Donc, on va couvrir l'ensemble du processus, enfin l'ensemble de la chaîne de dépenses, à la fois sur les processus stratégiques, mais également sur les processus opérationnels. Et cela, nous allons les mettre au regard des modules de votre solution, de vos solutions e-achat, qui vont couvrir les analyses de dépenses, les budgets, toute la partie plan d'action achat, toute la partie stratégique, sourcing, appel d'offres, gestion des contrats, gestion des catalogues, mais également toute la partie transactionnelle, opérationnelle, à travers les demandes d'achat, les commandes, les réceptions et les factures. Donc, sur la base de la maturité et quels sont les processus métiers qu'on veut traiter, nous allons venir positionner, sélectionner ensemble les cas d'usage qui vont bien. Je vous propose maintenant, on va faire un focus sur quelques cas d'usage. On en a identifié une bonne cinquantaine, 50, 60. On vous propose de faire un focus sur quelques cas d'usage et nous serons heureux d'échanger avec vous sur d'autres cas d'usage qui pourraient vous intéresser ou si les cas d'usage qu'on vous présente là sont pertinents pour votre organisation. Merci Jérôme. Donc, on a segmenté les cas d'usage en fonction des parties du processus achat, de la maturité et des technologies et des niveaux d'IP auxquels ces cas font appel. Donc, l'idée, ce n'est pas de tous les balayer, comme le disait Jérôme, mais d'en sélectionner certains. Donc, le premier qu'on propose et qui fait écho à beaucoup de directions achats, c'est le cas d'usage numéro 7, qui est l'identification des contrats des fournisseurs à privilégier en fin d'année ou en fin de période pour activer des remises de fin d'année. Donc là-dessus, vous avez négocié des relations avec des fournisseurs, des contrats avec des fournisseurs et des conditions contractuelles associées. Et l'idée de ce cas d'usage, c'est d'avoir un assistant, un bot, qui vient proposer au prescripteur, à l'acheteur ou à tout autre intervenant du processus de privilégier, d'utiliser un contrat plutôt qu'un autre, un fournisseur plutôt qu'un autre, pour activer de façon plus importante à l'arrivée de la fin de période une ou des remises de fin d'année. Bien évidemment, l'idée, ce n'est pas de pousser à la consommation, mais c'est de pousser des contrats sur la base de besoins qui sont avérés. Et je pense que c'est le point important sur cet exemple-là. Pour ce cas d'usage, on est parti en fait du postulat que les RFA en fait étaient calculés en fin d'année a posteriori. C'est-à-dire qu'une fois que les dépenses sont faites, on regarde combien on a dépensé et on regarde est-ce qu'on a activé ou non, est-ce qu'on peut activer ou non des RFA. Là, dans la démarche, c'est plutôt d'anticiper ce constat-là et de dire, OK, là, je vais bientôt atteindre le seuil pour mon RFA, je vais plutôt passer par Axis plutôt qu'un concurrent. Par exemple. Tout à fait. Je te laisse continuer. Oui, bien sûr. Autre cas d'usage qui nous apparaît fréquemment, c'est le cas d'usage numéro 14, qui est le contrôle de la bonne application des contrats et des prix. Parce que bien souvent, nos clients sont dans des architectures
où l'outil de gestion des contrats n'est pas l'outil de gestion du transactionnel achat, et donc il y a un besoin de pouvoir matcher l'application des prix négociés dans les contrats avec les prix utilisés dans le transactionnel achat. Donc pour derrière vérifier la pertinence, et ce qui nous amène au cas d'usage numéro 13 suivant, qui là fait appel à une démarche beaucoup plus technologique sur ce point de vue-là, et je laisserai Jean-Luc compléter par la suite, qui est le contrôle de la bonne application de la politique achat. Donc c'est finalement que le robot vienne scanner l'ensemble de la politique achat, il détecte les éléments de doctrine qui sont importants, les éléments majeurs, pour ensuite venir réconcilier avec le transactionnel opérationnel achat et approvisionnement, et également la partie sourcing, et déterminer si la politique achat est correctement appliquée et quels sont ensuite, sur la base de cette analyse-là, de définir un plan d'action ou un plan de correction pour se remettre dans les rails de la politique achat. Jean-Luc, je te laisse compléter sur le volet technologique. C'est vrai que dans ce type de use case, on fait généralement appel à des technologies de NLP, par exemple, qui sont des technologies de traitement automatique du langage, que ce soit pour les aspects d'ailleurs compréhension du langage naturel, que pour les aspects génération de texte. On couple ces technologies à des solutions d'OCR, ou de reconnaissance optique de caractère, qui permettent réellement de générer de la performance opérationnelle. Mais ce qu'il faut bien voir dans ce type de use case, c'est que leur intégration nécessite en contrepartie un niveau de maturité assez élevé. Merci Jean-Luc. Si on passe à la brique suivante du processus achat, donc sur tout ce qui est la partie sourcing et contractualisation, on a un premier cas d'usage qui est et qui se rapproche un petit peu du sujet du contrôle de la politique achat. C'est on est tous amenés, nous, Axis Consultants dans le cadre de nos missions, mais vous aussi dans le cadre de votre business classique, à rédiger des cahiers des charges, à lancer des consultations. Et la proposition de valeur sur ce cas d'usage-là, c'est en fait que le robot vienne scruter, scanner le cahier des charges ou tout autre document semi-structuré pour finalement extraire de ce document-là les exigences fonctionnelles, les exigences techniques, les exigences administratives que vous pouvez avoir pour ensuite venir proposer à l'acheteur la liste, le panel des fournisseurs qui sont à même de rendre ce service ou de livrer le bien qui est demandé, et ce qui permet d'amener des éléments nouveaux à l'acheteur ou finalement de venir avec une proposition et le décharger de toute cette partie-là de pré-analyse, de veille, quand bien même l'acheteur connaît son panel de fournisseurs. Autre cas d'usage qu'on propose, c'est le robot négociateur. Jean-Luc en a déjà un petit peu parlé, mais c'est là finalement, c'est d'avoir un robot qui vient non pas remplacer, mais qui vient assister l'acheteur dans ses tâches de négociation sur certains appels d'offres. L'acheteur pourra faire le choix de déléguer certaines négociations au robot parce qu'il les juge non stratégiques, parce qu'il juge qu'il n'a pas le temps. Et à l'inverse, il pourra choisir aussi de garder certaines négociations ou toutes les négociations dans son panel parce qu'elles sont stratégiques ou parce qu'elles sont particulièrement complexes. Le robot peut être aussi une façon d'apporter des benchmarks externes parce que le robot va aller scruter ce qui se passe ailleurs à partir d'autres sources d'informations pour assister l'acheteur. Jean-Luc, est-ce que tu veux compléter effectivement de la même façon, un petit peu, ça se rapproche de le contrôle de l'application de la politique achat? La mise en œuvre, je dirais, de ce type de robot négociateur nécessite des technologies cognitives associées à des technologies comme le traitement du langage naturel, la reconnaissance automatique de la parole ou bien l'analyse de sentiments. C'est la combinaison de l'ensemble de ces technologies qui permet de dégager, je dirais, et de décharger les acheteurs de certaines phases de contractualisation pour qu'ils puissent se consacrer à la gestion des exceptions ainsi qu'à certaines tâches qui requièrent un plus haut niveau d'expertise. Par contre, là aussi, le niveau de maturité requis pour intégrer ce type de technologie est relativement élevé et nécessite au préalable une réflexion de fond sur l'évolution de la fonction achat, tant sur les que fonctionnels. Merci. Et enfin, le dernier volet du processus achat que nous présentons aujourd'hui, qui est la partie P2P, P2P du processus, avec quelques cas d'usage. Donc là, qui font appel à de la robotisation qui est plutôt qualifiée de simple,
parce que beaucoup des outils du marché et des outils que vous pouvez utiliser sont déjà très automatisés sur la partie approvisionnement. Donc, quelques cas d'exemple. Le premier qui est autour de l'automatisation de la création des factures et des litiges suite à un scan côté ERP, de venir créer automatiquement la facture et les fiches litiges potentiellement associées dans l'outil achat pour permettre le traitement par les utilisateurs. Donc là, l'objet, c'est de la robotisation, mais c'est aussi un choix qu'on a pu voir chez un de nos clients de mettre en place un robot qui est rapide à développer et assez facile à développer en lieu et place d'une traditionnelle interface qui aurait été plus longue et plus fastidieuse à mettre en place. Autre cas d'usage, et c'est celui pour lequel on vous a présenté des KPI précédemment, c'est le cas d'usage numéro 27, qui est l'affectation de valideurs à des factures, où là, le robot, sur la base d'un fichier Excel à double entrée et la lecture du centre analytique de la facture, va venir affecter le valideur à la facture et pousser cette facture-là dans le circuit de validation de la facture. Beaucoup d'outils le font en standard. Le client chez qui on l'a déployé a un outil qui le faisait en standard, mais pour lequel c'était compliqué et long à mettre en place. Là où avec le robot, en 2 mois et demi, on a réussi à mettre en place cette fonctionnalité, 2 mois et demi de durée et non pas de charge. Et ensuite, le dernier exemple cas d'usage dont on voulait parler, qui est le numéro 25, qui en fait, on a été sollicité par un de nos clients pour créer de façon automatisée des demandes d'achat ou des commandes d'achat dans leur outil ERP depuis des formulaires stockés sur un SharePoint. Donc là, également, un sujet d'automatisation qui fait appel à de l'automatisation de base parce que l'outil ERP ne prend pas en charge cette fonctionnalité-là. Nous vous proposons de conclure avant de laisser place à vos questions. Alors, ce qu'il faut retenir sur l'IPA, Benjamin, en quelques mots. En quelques mots, donc, chez Axis Consultant, on fait le distinguo et la segmentation entre 3 niveaux d'IPA en fonction des cas d'usage qui sont mis en œuvre, de la maturité, mais aussi de la complexité technologique mise en œuvre. Et l'idée, le principe, ce n'est pas de mettre en place la technologie pour mettre en place la technologie, mais c'est aussi de générer des gains, d'avoir la transformation de la fonction achat en objectif. Donc, d'une part, pour augmenter la productivité, et ça, c'est un vrai enjeu, il faut l'aborder, c'est de diminuer le temps de cycle, de supprimer des tâches pour faire qu'on atteigne plus facilement le deuxième objet, qui est l'amélioration de l'expérience de l'employé et de l'utilisateur au sein de l'entreprise, finalement, en déchargeant l'employé de certaines tâches qui sont fastidieuses, on en retiendra fastidieuses ou qui sont consommatrices de temps, on peut en retenir 2. Un cas d'usage assez classique de la RPA, qui est la création automatisée de fournisseurs à partir de formulaires, et un autre qui est un cas beaucoup plus complexe et qui va venir là clairement décharger l'utilisateur et améliorer son expérience, c'est le robot négociateur. Et dernier pan, créer de la valeur pour la fonction achat. Donc là, c'est de proposer au département achat de traiter des sujets qu'ils ne peuvent pas traiter habituellement, car noyés dans le quotidien de leurs actions, donc en les déchargeant encore une fois, pour par exemple explorer des terrains de jeu qu'ils n'ont pas l'habitude d'explorer d'habitude. On en retient 2 ici, il y en a beaucoup d'autres qui sont par exemple la veille fournisseur, de pouvoir être au courant de la vie de ses fournisseurs, de pouvoir prospecter d'autres fournisseurs, et on sent bien qu'en ce moment c'est un vrai enjeu vu la crise actuelle, et puis aussi de faire de la veille techno pour rester au goût du jour des nouvelles technologies qui se font jour sur le marché. Merci Benjamin. Donc, en synthèse, au-delà de cette démarche, on estime que la robotisation, c'est maintenant qu'il faut y aller, en commençant par la robotisation simple ou cognitive en fonction de votre maturité. Effectivement, la robotisation, c'est maintenant, mais nous sommes convaincus au sein d'Axis que c'est un maillon indispensable de l'entreprise de demain. Demain, on se dirige de plus en plus vers des entreprises agiles, vers des nouveaux modes de travail. On le voit avec la crise qu'on traverse actuellement. On est peut-être même en train de changer de mode sociétal, une nouvelle société. Et donc, la RPA et l'intelligence artificielle, entre autres, hein, avec d'autres technologies également, comme le process mining ou d'autres choses, sont des maillons nécessaires pour l'entreprise de demain, puisqu'on a d'autres maillons qui vont constituer l'entreprise de demain, qu'on va subir quelque part, parce qu'on voit qu'on a une
très forte évolution du rapport au travail. On voit qu'on cherche du sens dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on fait au travail. On voit aussi avec l'émergence des nouvelles générations que l'équilibre vie privée et vie professionnelle prend de plus en plus de place et de plus en plus important pour les nouvelles générations. Et également d'autres choses qui nous tombent dessus, comme la gestion des crises sanitaires comme celles qu'on traverse, mais également des crises environnementales, écologiques ou alors informatiques, je dirais, autour de tout ce qui est cyberattaque. Donc, la RPA et l'IA est un maillon indispensable et va constituer pour nous l'entreprise de demain. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller maintenant, avant qu'il soit trop tard et que vous soyez largués par rapport à vos compétiteurs. Voilà ce sur quoi nous voulions conclure ce webinaire. À présent, nous vous laissons la parole pour des questions, alors plutôt d'écrit. À travers le chat en haut à droite de votre écran, vous pouvez nous poser vos questions et nous ferons un plaisir d'y répondre dans la mesure du possible. Ou pire, on reviendra vers vous avec des réponses. Donc, nous vous laissons la parole. Il nous reste une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes, un peu moins de 10 minutes. N'hésitez pas, je vois que vous êtes une vingtaine à être connectés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans ce chat-là. Est-ce qu'on a des questions déjà? Il n'y a pas de questions. On a des personnes de Belgique. Bienvenue. Merci à la Belgique de s'être connectée. Effectivement, il y avait une question sur la mise à disposition du support, qui, comme l'indiquait Grégory, sera mis à disposition par la suite. Du coup, on vous laisse la parole sur le chat pour vos questions. N'hésitez pas. Alors, soit on était très clair et vous n'avez pas de questions. Première question, a priori, sur quel payback en moyenne? Alors, sur le payback, et on en a un petit peu parlé rapidement, sur un robot qu'on a pu mettre en place chez un de nos clients. Donc, encore une fois, il y avait à peu près 30 €, de service pour toute la partie analyse, toute la partie end-to-end du processus et toute la démarche jusqu'à l'expérimentation, la mise en production et le retour d'expérience. Donc 30 € pour la partie conseil et le développement de 2 robots, un robot qualifié de simple et un robot qualifié de moyen. Donc ça, c'est pour la partie service. Et il y a un coût d'infrastructure de 30 € complémentaires. Donc là, pour calculer un payback très macro et très macro, on a à peu près 60 KE de coût. Et ensuite, avec la mise en œuvre d'un robot, du premier robot, on générait en année pleine et à périmètre complet 57 K d'économie avec un seul robot, sachant que le deuxième robot venait apporter des gains à peu près à hauteur de 25 K en année pleine. Donc, le message là-dessus… il faut compter 4 à 6 mois de temps ROI pour un robot, sachant que en mettant en place un robot qui exploite 5-6% du temps machine, vous avez déjà un retour sur investissement. Ensuite, tous les robots qui vont venir en complément, il faut compter 10 cas à peu près de paramétrage d'un robot. Et ensuite, en fonction du cas d'usage qui est traité, le payback, vous l'avez très rapidement. Donc, un robot, c'est 4 à 6 mois de payback. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Ce qu'il faut retenir, voilà, c'est 4 à 6 mois pour un robot. Et ensuite, tout ce qui vient au-delà de ce robot-là, c'est des gains complémentaires. Il y a une autre question de Michael concernant les éditeurs de solutions achats. Voyez-vous des contraintes de leur part à la connexion des robots? Alors, sur ce point-là, il faut bien avoir en tête, et il y a pour certains de nos clients un switch à faire, je dirais, entre l'ancien et le nouveau monde, c'est peut-être présomptueux, mais c'est de dire que le robot va venir faire la même action que l'homme. Donc, le robot va venir se connecter à l'application et utiliser le transactionnel écran exactement le même que l'aurait fait un opérateur. Donc, de ce point de vue-là, il y a des bonnes pratiques de base, je dirais, qui sont d'avoir un compte spécifique au robot,
que le robot, au travers de ce compte, ait une quantité de droits qui soit limitée pour qu'en termes d'audit, de traçabilité, on puisse savoir ce que le robot a fait. Et ensuite, le robot se comporte comme un utilisateur lambda, je dirais, dans sa connexion à l'outil. Chez 2 de nos clients, on a eu l'exemple du robot qui se connecte à la solution achat, et à ma connaissance, ça n'a pas posé de problème sous réserve de réalisation des conditions précédentes. Maintenant, il ne faut pas chercher, entre guillemets, à attaquer les tables, mais il faut attaquer le transactionnel. Après, ensuite, quand on est sur des niveaux de complexité un peu plus avancés en termes de robotisation, si on parle de robotisation par l'intelligence artificielle, là, nous allons avoir besoin de plus de données. Donc, il faudra sans doute extraire de la donnée de vos systèmes d'information. Parfois, voilà, avec les éditeurs, il faudra sûrement travailler avec les éditeurs pour extraire des données et pouvoir les exploiter. Peut-être que tu veux rajouter un mot là-dessus, Jean-Luc, sur la partie intelligence artificielle. Oui, c'est clair. Ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on est sur des solutions qui sont, je dirais, un petit typiquement catégorisation du spend ou prédiction du risque fournisseur, des choses comme ça. On a besoin à la fois de données internes, données externes qui sont fournies par le sourcing, mais également d'aller crawler le web pour aller chercher d'autres types d'informations. Donc la collaboration avec les éditeurs, notamment pour récupérer un certain nombre de données qui proviennent de leurs solutions, est hyper importante. Ça, c'est clair. Mais pour répondre plus clairement à Michael, effectivement, enfin, à date, on ne voit pas de contraintes de leur part, puisque comme le disait Benjamin, c'est un utilisateur virtuel qui vient se connecter à l'application et qui fait les tâches à la place de l'homme. Il faudra juste être vigilant mais c'est autant un sujet de robotisation que d'architecture applicative. Il faut être vigilant à votre paysage applicatif. Et il y a des sujets qu'il faut avoir en tête quand on va mettre en place un robot. Il y a le sujet de dire est-ce que le robot va avoir besoin d'une connexion VPN? Est-ce qu'il y a des sujets je l'ai perdu, pardon. Est-ce qu'il y a des sujets de bureau Citrix? Voilà, c'est ça. Donc, ils sont des éléments de complexité technique, mais qui ne viennent pas forcément remettre en cause la connexion du robot à votre outil. C'est des éléments à prendre en compte dans le dimensionnement du paramétrage pour la première connexion d'un robot à votre application. On a d'autres questions? Pas pour l'instant. En tout cas, n'hésitez pas, hein, nous sommes Jean-Luc, Benjamin et moi-même, ça va à votre disposition si vous avez des questions qui vous reviennent. N'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter pour discuter plus amplement de notre démarche. C'est vrai que là, on a eu 40 minutes pour présenter tout ça. On aurait pu être plus bavard. On a pas mal de choses à vous raconter, donc n'hésitez pas à nous solliciter si besoin après ce webinaire. Voilà, et comme le précise Grégory, notre responsable communication, le document qu'on vous a présenté sera disponible sur la page du webinaire. Je ne sais pas si c'est immédiatement après, mais en tout cas, il sera disponible dans la journée ou dans les jours qui viennent sur la page du webinaire sans aucun problème. Et évidemment, le replay sera disponible, vous pourrez le télécharger, partager si besoin avec des collègues. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas. Ouais. Alors, si on n'a pas d'autres questions, et je n'en vois pas. Ce webinaire avec vous, ça nous a fait du bien aussi d'enfin porter une veste après cette période de confinement, voir mes collègues. Et surtout, faites attention à vous et portez-vous bien. Merci à tous et bonne journée. Beaucoup. Au revoir.